Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée sur le salon Cyclo-Provence-Alpes-Méditerranée. Nous espérons que les échanges sur le salon sont riches et fructueux et qu'il en sera de même lors de nos conférences aujourd'hui. Alors au programme ce matin, 2 temps d'échange. Nous allons débattre dans un premier temps de la question de l'accès à l'eau et des nouvelles obligations qui incombent aux services publics d'eau potable, une conférence pilotée par la FNCCR. Puis à 11h30, nous nous retrouverons pour une conférence durant laquelle nous parlerons d'aménagement urbain et d'eau de pluie avec l'enjeu majeur de repenser nos villes pour renaturer. Je vous rappelle également que cet après-midi est organisée une visite technique à l'aqueduc de Roquefavour, édifice exceptionnel en activité depuis plus de 170 ans. Édifice qui est en chantier actuellement et vous pourrez découvrir ça sur le terrain si ça vous intéresse. Rendez-vous pour vous inscrire au stand boutique de Cyclo qui est à l'entrée à gauche quand vous rentrez sur le salon. Il y a également des ateliers à l'espace atelier tout au long de la matinée. Espace atelier qui se trouve derrière vous avec des exposants qui présentent leurs solutions. Donc il y a plein de temps de rencontres et d'échanges. Mais sans plus attendre, nous allons lancer cette première conférence sur l'accès à l'eau. Alors, vous le savez peut-être, une nouvelle directive eau potable impose une nouvelle réglementation aux services publics d'eau potable en matière de droit d'accès à l'eau. Désormais, ces services devront s'assurer que chacun ait accès à son domicile ou dans son lieu de vie à entre 50 et 100 litres d'eau potable par jour et par personne. Nous allons détailler tout ça. Donc, les services publics doivent s'adapter et il s'agit notamment d'établir un véritable diagnostic territorial avant de pouvoir agir. On va donc découvrir comment ces services publics se mobilisent pour satisfaire cet accès à l'eau pour tous et ce que cela implique concrètement dans leur fonctionnement. Pour parler de tout ça, j'invite sur scène Pierre Kolditz, chargé de mission à la FNCCR. On détaille l'acronyme Fédération nationale, merci, bienvenue, installez-vous. Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Margot Didona, directrice de la Régie des eaux du canal Beltrude, merci également d'être avec nous. Et Christophe Bouchot, directeur du service de l'eau et de l'assainissement de Provence-Alpes-Agglomération. Merci à tous les trois et bienvenue. Je signale au public que nous aurons comme toujours un temps d'échange à la fin de cette conférence, donc n'hésitez pas à préparer des questions, des observations, des interventions. On prendra ça et on pourra discuter tous ensemble. Et je signale également qu'il y a une captation vidéo qui est faite de nos échanges et que vous pourrez retrouver l'intégralité des slides parce que parfois on passe beaucoup d'informations à l'écran et on n'a pas le temps de tout bien lire. Vous pourrez retrouver tout ça dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo. Alors pour commencer, nous nous tournons vers vous. Pierre Kolditz, vous allez nous aider à poser ce fameux contexte réglementaire. J'ai évidemment dit les très grandes lignes, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Peut-être un mot avant de commencer, une petite présentation de la FNCCR ? Oui, tout à fait. Donc la FNCCR, c'est le sigle pour Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que nous sommes une association qui réunit exclusivement des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Nous sommes compétents dans les domaines de l'énergie, du numérique et bien évidemment de l'eau, petits et grands cycles confondus. Dans le domaine de l'eau, nous rassemblons près de 600 adhérents. Ça va passer, les slides vont arriver, il suffit d'appuyer peut-être encore une fois sur le vert et ça va s'enclencher. Ou sinon, derrière, en régie, on va vous y aider. Encore un petit peu. C'est mieux. Voilà. Donc, nous rassemblons près de 600 adhérents, principalement des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, dont notamment Provence-Alpes-Agglomération, représentée ici par M. Bouchot. Nous avons également des communautés de communes, des syndicats de communes, des syndicats mixtes, des départements, et notamment via des agences techniques départementales. Nous avons également l'ensemble des offices de l'eau et un certain nombre d'intercommunalités en Outre-mer, où l'accès à l'eau est un sujet saillant, notamment en Guyane, en Guadeloupe, où des tours d'eau sont organisés, et bien évidemment à Mayotte, si vous avez suivi l'actualité depuis le printemps dernier, Mayotte fait face à une crise d'approvisionnement en eau sans précédent. Nous avons également des régies dotées de la personnalité morale, à l'instar de la régie des eaux du canal de Beltrude, et nous représentons aussi bien des adhérents en délégation de service public que des adhérents en gestion publique. Et parmi nos adhérents en gestion publique, certains se sont rassemblés au sein d'un réseau interne à la fédération, c'est le réseau François Public.
Et donc, nous proposons à nos adhérents un accompagnement juridique et technique dans la mise en œuvre des services publics de production et de distribution d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, de défense extérieure contre l'incendie et également de GEMAPI. Nous mettons en relation nos adhérents dans le cadre de journées d'études, de groupes de travail, de divers événements. Et d'ailleurs, l'an prochain, du 26 au 28 juin, nous organiserons notre congrès au Centre Micropolis de Besançon. Nous représentons également les intérêts de nos adhérents auprès des parlementaires et des ministères et nous avons été consultés en fin d'année dernière sur les projets de texte de transposition de la nouvelle directive eau potable qui ont été publiés fin décembre. Ah, ça y est, je suis ça appuyé une apparaît. fois de trop. Non, c'est bon. Alors, avant d'y venir, je souhaitais peut-être faire quelques rappels juridiques fondamentaux. Les services d'eau potable, ce sont des services publics, industriels et commerciaux, ce qui signifie qu'ils sont soumis à un principe d'équilibre budgétaire, d'équilibre donc entre les dépenses et les recettes. C'est un point qu'il est important d'avoir à l'esprit, sachant que les dépenses des services sont financées principalement par les redevances pour services rendus, dont s'acquittent les usagers du service. Et donc, il y a une logique d'adéquation entre les coûts et les tarifs qu'il est important de garder dans un coin de la tête à l'occasion de cette table ronde. Autre élément important, on va principalement parler de l'accès à l'eau du point de vue de la desserte par les réseaux publics. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que les extensions de réseau sont financées du réseau public, donc sont financées par défaut par le budget de l'eau, tandis que les raccordements sont à la charge du privé. Et donc, le droit d'accès à l'eau, il ne sort pas de nulle part, hein. Il a été introduit dans la législation par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui l'a inscrit dans le Code de l'environnement. Donc la rédaction de cet article a été un peu retouchée depuis, mais elle reste en essence la même. C'est-à-dire que chacun a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Donc ça également, bon, on peut interpréter cette phrase de bien des manières, mais c'est aussi un paramètre que je vous invite à garder à l'esprit le temps de cette matinée. Et donc, l'accès à l'eau a donc été inscrit dans la législation nationale il y a près de 17 ans. À l'échelle internationale, le droit d'accès à l'eau et l'assainissement est également un enjeu qui est monté en puissance du point de vue de la société civile. Dans les années 2010, l'Assemblée générale des Nations unies a pris un certain nombre de résolutions proclamant le caractère de droit fondamental de l'accès à l'eau et de l'assainissement. Et puis, il y a surtout eu Right to Water. Right to Water, c'est la première initiative citoyenne européenne à avoir réuni plus d'1 million de signatures provenant d'au moins 7 États membres de l'Union européenne. Ce qui a conduit la Commission européenne à examiner cette proposition en 2014 et elle s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour que les États membres préservent et améliorent l'accès à l'eau de chacun à l'eau potable et particulièrement des populations vulnérables et marginalisées parce qu'il y a un accès, il y a une dimension effectivement très importante dans les nouvelles dispositions relatives à l'accès social à l'eau, même si on ne va pas l'évoquer très en détail ce matin, il faut aussi avoir ce paramètre-là à l'esprit. Et donc, la Commission européenne a pris une nouvelle directive eau potable, qui comporte un certain nombre de dispositions outre l'accès à l'eau. L'article 16 de cette directive prévoit donc des mesures d'amélioration que les États membres devront prendre. Elle demande également aux États membres d'apporter un soutien aux autorités compétentes pour mettre en œuvre les nouvelles obligations visant à préserver et améliorer l'accès à l'eau. Et ces dispositions ont été transposées en fin d'année dernière en droit interne dans le cadre d'une ordonnance, de 2 décrets et de plusieurs arrêtés. Donc l'ordonnance et un des décrets comportent des dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accès à l'eau. Ces dispositions ont été transposées donc dans le Code de la santé publique, dans le Code général des collectivités territoriales et dans le Code de l'environnement.
Surtout, elles sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier de cette année sur l'intégralité du territoire national. Oui, merci. Sur l'intégralité du territoire national et bien évidemment en Outre-mer également et particulièrement aussi. Et donc, à qui bénéficie le droit d'accès à l'eau tel qu'il a été transposé, tel qu'il est issu finalement des textes de transposition de la directive eau potable? Eh bien, à toute personne physique, quelle que soit sa situation administrative. Chaque individu a le droit d'accéder quotidiennement, depuis son domicile, depuis son lieu de vie ou à défaut à proximité de ces derniers, à une quantité suffisante pour répondre à ses besoins essentiels, c'est-à-dire ses besoins en boisson, en préparation et cuisson des aliments et pour son hygiène personnelle ainsi que celle de son domicile ou de son lieu de vie. Voilà ce qu'on appelle les besoins essentiels. La réglementation précise que cette quantité suffisante est comprise entre 50 et 100 litres d'eau par jour et par personne selon les situations. Donc ici, il y a deux paramètres sur lesquels je vais insister. Déjà la notion de domicile, mais également la notion de besoin essentiel. Ça signifie qu'il y a un certain nombre de besoins non essentiels qui ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions relatives au droit d'accès à l'eau. Parmi les situations non concernées, il y a les résidences secondaires qui ne sont pas raccordées au réseau public de distribution. C'est très important parce que les textes emploient la notion de domicile qui tend à se confondre avec celle de résidence principale. Donc on a le droit d'accéder à l'eau potable depuis son domicile. Par contre, les résidences secondaires ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. C'est ce qui ressort également des échanges qu'on a eus avec les services ministériels l'an dernier au moment de la consultation de la Fédération sur les projets de texte. Les autres services publics non plus ne sont pas concernés par le droit d'accès à l'eau et je pense particulièrement à la défense extérieure contre l'incendie. La défense extérieure contre l'incendie, c'est cette mission de service public qui consiste à approvisionner en eau les services d'incendie et de secours, les pompiers donc, via les points d'eau incendie identifiés à cette fin. Donc la plupart du temps, ces points d'eau incendie, ce sont des poteaux incendie alimentés en eau potable par le réseau public de distribution. Mais il y a également la possibilité d'utiliser d'autres dispositifs tels que les réserves artificielles, tels que des aires d'aspiration sur des milieux aquatiques par exemple, même s'il y a des contraintes financières et foncières particulières à recourir à certains de ces dispositifs. J'insiste sur une dernière chose concernant la défense extérieure contre l'incendie. La réglementation interdit aux investissements, aux équipements de défense extérieure contre l'incendie de remettre en question le fonctionnement normal du réseau public de distribution et la qualité sanitaire de l'eau distribuée. Quand vous avez un réseau qui est surdimensionné, par exemple, il y a des problématiques sanitaires liées au temps de séjour de l'eau dans la canalisation. Et bien évidemment, le droit d'accès à l'eau ne concerne pas non plus les activités non domestiques et notamment les activités économiques, qu'il s'agisse des exploitations agricoles, industrielles ou commerciales, par exemple. Dernière précision également, très importante, le droit d'accès à l'eau, ce n'est pas un droit à la gratuité de l'eau distribuée. La loi est claire, toute eau potable délivrée et consommée doit être facturée. La seule exception tolérée concerne les besoins en eau de la défense extérieure contre l'incendie, délivrés via les bouches et poteaux incendie situés sur le domaine public. C'est la loi. Alors, on a un droit d'accès à l'eau qui a été proclamé, qui a été précisé. Et qu'est-ce qui se passe quand ce droit d'accès à l'eau n'est pas satisfait ? Eh bien, les services publics d'eau potable se sont vus confier la tâche, en lien avec les communes et les EPCI à fiscalité propre, de veiller à la bonne préservation et à l'amélioration de l'accès à l'eau de chaque individu. Pour cela, les services d'eau potable vont devoir, pour la plupart d'entre eux, élaborer un diagnostic territorial dans 13 mois, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2025 au plus tard. Les communautés de communes qui n'ont pas encore la compétence eau potable ont un délai supplémentaire de 2 ans. Et donc, qui dit diagnostic dit identifier les situations de carence en matière d'accès à l'eau, c'est-à-dire les situations et les individus qui ont un accès insuffisant, voire inexistant à l'eau potable. Donc, il y a effectivement, je l'ai évoqué rapidement, un accès social à l'eau. Et donc, il y a des situations, par exemple, des populations qui sont raccordées au réseau,
mais qui ont des difficultés de paiement qui limitent finalement leur accès effectif aux quantités d'eau quotidiennes suffisantes pour satisfaire leurs besoins essentiels. Pour ces populations, les services d'eau potable, en lien avec les communes et les EPCI à fiscalité propre, sont invités à identifier des solutions et à les mettre en œuvre en matière d'accès social. Donc il y a des mesures sociales, et là, ce n'est rien de nouveau, hein. Elles ont été introduites il y a 10 ans dans un cadre expérimental par la loi Brottes du 25 avril 2013, et elles ont été pérennisées par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019. Au niveau de l'accès social, il y a également la question des populations sans domicile fixe et celles qui occupent des lieux de vie de type habitat informel. Donc on pense notamment aux squats, aux bidonvilles, aux campements de migrants. Bon, il y a également la question des aires d'accueil des gens du voyage, mais elles sont régies par des dispositions spécifiques préexistantes au texte de transposition. Et donc les EPCI à fiscalité propre ont la compétence pour veiller notamment à ce qu'il y ait des points d'accès à l'eau potable dans les aires d'accueil des gens du voyage. Et donc le diagnostic territorial, il doit aussi identifier un autre type de situation qui va nous occuper cette matinée. C'est la question des propriétaires de domicile qui ne sont pas raccordés au réseau public de distribution et qui étaient jusque-là alimentés par des ressources en eau potable privées. Donc on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail là-dessus dans quelques instants. Qui dit diagnostic dit aussi identifier les solutions, hein, donc les solutions à mettre en œuvre pour remédier aux carences. Donc il faudra, pour les services d'eau potable, préparer et mettre en œuvre un plan d'action dans les 3 ans qui suivront l'adoption du diagnostic territorial. Et puis, il y aura des obligations cycliques, puisque les diagnostics territoriaux devront être mis à jour au moins une fois tous les 6 ans par la suite. Et bien évidemment, il y a la question de qui finance ces diagnostics territoriaux, qui finance les mesures à mettre en œuvre pour améliorer et préserver l'accès à l'eau de chacun. Donc pour les diagnostics territoriaux, par défaut, c'est le service public d'eau potable qui va les financer sur le budget de l'eau. Mais les communes et les EPCI à fiscalité propre pourront contribuer, voire prendre en charge intégralement le financement de ces diagnostics via leur budget général. Et les textes sont clairs. Il y a une compensation par le budget de l'État qui est prévue par l'ordonnance de transposition. Il est prévu que ces modalités de compensation seront définies dans une prochaine loi de finances. Le problème, c'est qu'on a bien regardé, on a bien épluché l'actuel projet de loi de finances pour 2024. Il n'y a rien sur les modalités de compensation des charges mises, des obligations mises à la charge des services publics d'eau potable en matière d'accès à l'eau. Donc, on avance, finalement, on a un délai serré. Hein. Dans 13 mois, les premiers diagnostics territoriaux devront avoir été élaborés, mais on ne connaît pas les modalités de compensation de ces diagnostics par l'État et, in fine, des mesures qu'il faudra mettre en œuvre pour améliorer l'accès à l'eau. Je tiens à insister sur une chose. Le droit d'accès à l'eau, ce n'est pas un droit au raccordement. La réalisation de travaux d'extension, c'est une des modalités pour pour améliorer l'accès à l'eau, notamment des propriétaires de domiciles éloignés du réseau. Mais ce n'est pas la seule option. Donc on aura l'occasion d'y revenir là-dessus. En l'état actuel du droit, les règles de desserte par le réseau de distribution d'eau potable, elles sont définies par un document qui s'appelle le schéma de distribution d'eau potable. Ce document, il existe en droit depuis bien avant la publication des textes de transposition. Il y a une obligation des services d'eau potable de se doter d'un schéma de distribution avant le 31 décembre 2024. Hein. Donc à peu près la même échéance, à un jour près, que pour l'adoption des diagnostics territoriaux. Force est de constater que les schémas de distribution sont les grands oubliés des textes de transposition. Ils sont à peine évoqués dans l'ordonnance. Pourtant, c'est le schéma de distribution qui identifie les zones de desserte dans lesquelles, nous dit la jurisprudence du Conseil d'État, le service a l'obligation, pour réaliser le raccordement à la demande des propriétaires d'immeubles et d'installations en règle avec le droit de l'urbanisme. Donc dans ces zones de desserte, le service a l'obligation de réaliser les travaux d'extension nécessaires dans un délai raisonnable. Donc délai qui n'est pas défini, mais qui a un délai de court ou moyen terme et qui dépendra des circonstances, des coûts, du nombre d'habitations à raccorder dans la zone de desserte.
Une seule exception est tolérée et elle est précisée par la jurisprudence civile et pas par la jurisprudence administrative. C'est en cas de risque sanitaire lié au temps de séjour de la canalisation. Hein. Si vous avez une canalisation surdimensionnée ou trop longue, l'eau va stagner, ça va favoriser le développement bactériologique et donc l'eau distribuée sera potentiellement non conforme au regard des règles encadrant la qualité de l'eau potable. Donc voilà ce qui se passe dans les zones de desserte des schémas de distribution. Hein. Je précise, c'est dès lors qu'il y a une demande de raccordement émanant d'un immeuble en règle avec le droit de l'urbanisme. Ce n'est pas seulement les domiciles, dans le cas présent, c'est également les résidences secondaires, c'est également les immeubles abritant des exploitations économiques de toutes sortes. Donc ça, c'est une petite subtilité à avoir à l'esprit en matière d'articulation avec le droit d'accès à l'eau. En dehors des zones de desserte, et la doctrine nous dit également, en l'absence de schéma de distribution, le service d'eau potable prend les décisions au cas par cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande de raccordement, la jurisprudence nous dit que le service va apprécier la demande en fonction de certains critères. Donc le Conseil d'État en a identifié 3 qui ne sont pas exhaustifs. Il a identifié les coûts, il a identifié l'intérêt public, qui est d'ailleurs lié au coût, mais aussi au nombre, par exemple, d'habitations concernées par les travaux d'extension. Il faut également tenir compte des conditions d'accès de ces immeubles à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive, donc on peut également prendre en considération d'autres critères, hein, notamment le risque sanitaire, le risque de fuite également, hein, qui sont tous deux liés notamment à la longueur des branchements et des extensions de réseau réalisées, par exemple. Ce qu'il est important de retenir, c'est que toutes ces situations, toutes ces décisions doivent être prises dans le respect du principe d'égalité des usagers devant le service public. Ce qui signifie qu'à situation égale, on applique le même traitement. Mais si on a des différences de situation, on peut appliquer des décisions différentes. Donc par exemple, imaginons j'ai une ferme qui a 200 mètres du réseau public de distribution et je décide de donner suite à sa demande de raccordement et donc je réalise les travaux d'extension nécessaires à ce raccordement. Quelques mois plus tard, j'ai une autre ferme située à la même distance qui demande à être raccordée au réseau. Et bien, la décision que j'ai prise plusieurs mois auparavant va m'engager pour l'avenir. Je vais devoir donner suite également au raccordement de la deuxième ferme. Donc vous comprenez les implications pour le service public d'eau potable. Si je dis oui à un acteur, je vais potentiellement devoir dire oui à plusieurs autres acteurs par la suite. Et ça a des conséquences en termes de gestion patrimoniale, ça a des conséquences également en termes de dépenses, aussi bien au plan des investissements que des dépenses de fonctionnement qu'il faudra réaliser par la suite. Et je le rappelle, ces dépenses, elles sont supportées par le collectif des usagers du service public de l'eau, in fine, moyennant les autres ressources que va utiliser le service. Et donc, qu'est-ce que ça change, le droit d'accès à l'eau, par rapport à ces règles de desserte ? Eh bien, ça va principalement changer quelque chose à partir du moment où on a affaire à une demande de raccordement émanant d'un domicile éloigné du réseau public de distribution. Auparavant, on pouvait refuser la demande de raccordement et s'il n'y avait pas de contentieux, on en restait éventuellement là. Le problème, c'est que depuis quelques années, hein, et bien avant la publication de la directive eau potable, durant les périodes de sécheresse notamment, un certain nombre de forages de puits privés commencent à se tarir. Et leurs propriétaires, leurs utilisateurs demandent au service d'eau potable à être accordés au réseau. Peu importe que le réseau soit situé à 200 mètres, 400 mètres, voire parfois même des distances de 2 km. Et ce que change le droit d'accès à l'eau maintenant, c'est qu'en cas de refus de raccordement d'un domicile, le service va devoir réfléchir à d'autres solutions. Donc, parmi ces solutions, il y a notamment la possibilité d'informer ou voire d'accompagner les propriétaires de domicile dont la ressource alternative se tarit, eh bien, dans la réalisation ou la réhabilitation, par exemple, de forages, de puits ou dans l'utilisation d'autres ressources alternatives. À minima, c'est de l'information et au maximum, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire quand on parle d'accompagnement, ça va être par exemple de l'aide dans la mise en œuvre des procédures administratives, ça va être des conseils sur l'utilisation de tel ou tel dispositif. En revanche, il ne s'agit en aucun cas d'un accompagnement financier.
Il y a une jurisprudence très importante du Conseil d'État, c'est la jurisprudence commune de Shoria du 21 juin 1993, qui interdit expressément, faute d'habilitation législative expresse, aux collectivités territoriales de financer des équipements, des travaux d'intérêt privé. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit quand on est un service public d'eau potable. L'alternative, ça peut être également, en cas de carence temporaire, d'identifier un point d'accès à l'eau potable situé à proximité, voire d'en créer un nouveau. Donc en général, bon, l'ordonnance dit bien que le point d'accès doit être à proximité immédiate. On n'a pas de distance réglementaire définie dans les textes de transposition. Néanmoins, on considère que 200 mètres, c'est un maximum, sur la base des politiques de développement mises en œuvre par la Banque mondiale de développement et par l'Organisation mondiale de la santé. 200 mètres en milieu urbain, en général, c'est un maximum. Le dernier recours, la solution de dernier recours, c'est l'approvisionnement mobile, au moyen, par exemple, de camions-citernes. C'est une solution de dernier recours, sachant du point de vue des agences régionales de santé, cette solution ne peut être que temporaire et qu'il y a des problématiques en termes de qualité sanitaire de l'eau distribuée qui compliquent la mise en œuvre de ce dispositif. Sur le financement, les possibilités d'information Ça ne dure que quelques secondes. Oui. Le temps de reprendre un peu mon souffle. Ça vous permet de faire une pause. Bon, pardon pour l'interruption. Comment dire ? Oui, au niveau financier, l'information et l'accompagnement peuvent être financés aussi bien par le budget de l'eau que par le budget général des communes et des EPCI à fiscalité propre. Et il en va de même pour la création de points d'accès. Donc les points d'accès, ils peuvent également être mis en œuvre pour assurer l'accès à l'eau des populations sans domicile fixe ou des populations qui vivent en habitat informel. On peut avoir des réseaux de fontaines, on peut créer des bornes fontaines également, sachant que dans tous les cas, il faudra facturer l'eau potable distribuée à quelqu'un. Donc généralement, pour les bornes fontaines, ce sera typiquement la commune. Et ces mesures seront normalement compensées par le budget de l'État selon des modalités qui sont pour l'heure encore inconnues. Donc on a un calendrier très serré du point de vue des services d'eau potable. Je l'ai dit, au 1er janvier 2025, la plupart des services d'eau potable devront avoir élaboré un diagnostic territorial. Mais restez avec nous. N'allez pas à la télé. Dans les 3 ans qui suivront l'adoption du diagnostic, il faudra avoir mis en œuvre un plan d'action. Et la France devra rendre des comptes à la Commission européenne sur la mise en œuvre du droit d'accès à l'eau le 1er janvier 2029 au plus tard. Pour les communautés de communes, je ne m'étends pas là-dessus. Celles qui n'ont pas bénéficié encore du transfert de compétences, il y a des délais supplémentaires aussi bien pour l'adoption des schémas de distribution que pour l'adoption des diagnostics territoriaux. Donc on a un calendrier très serré dans un contexte qui est potentiellement très compliqué pour un certain nombre de services de distribution d'eau potable. Il y a notamment la sécheresse, bien évidemment. On a de moins en moins d'eau disponible pour produire et distribuer de l'eau potable, sachant qu'en parallèle, il faut également de l'eau pour assurer les missions de défense extérieure contre l'incendie. Risque d'incendie qui atteint son pinacle au moment où justement frappent les sécheresses. Donc en termes de cohésion des politiques publiques, c'est très compliqué. Et puis il y a tous les besoins économiques, bien évidemment, qu'il ne faut pas négliger, même s'ils ne sont pas prioritaires. Sans oublier également l'eau qui doit être restituée aux milieux et aux écosystèmes pour qu'ils puissent continuer tout simplement à exister, à fonctionner correctement. Au-delà des, j'ai bientôt terminé, au-delà des problèmes quantitatifs, il y a évidemment les problèmes qualitatifs qui sont aggravés par le déficit quantitatif. On a des concentrations de plus en plus importantes de pesticides, de métabolites de pesticides et d'autres substances très sympathiques dans des volumes d'eau de plus en plus réduits. Ce qui augmente, in fine, les coûts de traitement pour potabiliser l'eau et conduit les services à abandonner des captages.
Et puis, je terminerai là-dessus, il y a des enjeux patrimoniaux également. Les services un certain nombre de services doivent d'abord investir sur le renouvellement de leur réseau avant de songer à leur extension. Et on va le voir avec des exemples très concrets. Merci beaucoup Pierre Kolditz pour cette présentation complète du nouveau cadre réglementaire, mais c'est un préalable important pour discuter de la suite. Et on voit quand même qu'il y a des flous qui demeurent et on va voir comment ça pose des difficultés sur le terrain. Alors justement, sur le terrain, pour les collectivités, comment tout ça se met en place? Je pense que c'est compliqué. On va le voir avec vous, Margot Didona, dans un premier temps, du côté de la régie des eaux du canal Beltrude. Ça se situe dans le pays de Grasse, je crois. Et donc, présentez-nous un peu comment vous appropriez ces nouveaux textes. Merci. Je pense que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Tout à fait. Donc, Régie des eaux du canal Beltrude, on a une particularité, c'est le canal Beltrude est un ouvrage qui a été construit dans les années 1930 et qu'on est une structure qui a fêté ses 100 ans et qu'on a connu en 2020 le rassemblement en fait, de toutes les structures publiques de notre secteur au sein de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Donc désormais, nous sommes la régie communautaire de la communauté d'agglomération. Donc on est finalement aujourd'hui assis sur seulement 18 communes du Pays grassois, donc vraiment tout au sud-est. On dessert pour la compétence eau potable et assainissement 30 000 habitants sur le territoire qui sont décomposés vraiment en deux secteurs distincts, et ce qui va me permettre de faire le lien aujourd'hui avec les nouvelles obligations, puisqu'on a le secteur historique qui était composé de 6 communes. Alors il y a des diapos qui ont sauté, mais bon, c'est pas grave. Les 6 communes qui sont le plus au sud, qui étaient les communes historiques du canal Beltrude, on le voit au niveau des réseaux d'eau, avec des réseaux qui sont interconnectés, maillés, plusieurs ressources, versus les 12 nouvelles communes que nous avons intégrées en 2020, qui représentent uniquement 5 500 habitants, là où les autres représentent près de 25 000. Avec une multitude de petites ressources captées, quelquefois pour 500 habitants jusqu'à 9 ressources, 9 unités de distribution, 9 unités complètement autonomes et indépendantes et non interconnectées les unes les autres. Ce qui crée une sensibilité par rapport à la distribution et par rapport à l'accès à l'eau qui est complètement différent sur un système qui est interconnecté comme on le voit plus au sud, ou un système avec une multitude de ressources indépendantes. La particularité aussi, c'est que, compte tenu de l'historique, je fais le lien avec le schéma de distribution d'eau potable. Ce schéma de distribution d'eau potable, il a été adopté chez nous en 2012, alors qu'on n'était encore que 6 communes. Donc il n'existe aujourd'hui, fort de notre connaissance du terrain, de la cartographie, des historiques et du développement de l'outil SIG, uniquement sur ce qu'on appelle la zone moyen pays, le sud du territoire. Alors ça tombe bien parce que c'est le secteur sur lequel on a la plus grosse pression foncière. Alors il y a moins de territoire, mais il est davantage exploitable, sachant que le nord du territoire est vraiment un territoire très rural, avec beaucoup de topographie, on va dire, défavorable au développement et à l'urbanisme, plus un territoire vraiment de moyenne montagne à montagne. Je suis persuadée que des habitants des Alpes-Maritimes en fait, ne connaissent pas certaines de ces communes qui pourtant sont sur le département. Donc ça, c'est pour faire le lien avec le schéma de distribution et l'outil qu'il est pour nous aujourd'hui sur le territoire du moyen pays, qui est vraiment un outil pédagogique dans un premier temps pour expliquer où est-ce qu'on peut faire des extensions, où est-ce qu'on peut desservir en l'état actuel de réseau, quelles sont les contraintes qui s'appliquent, et quand bien même on aurait un réseau d'adduction qui traverserait, parce que le canal Beltrude pour le coup c'est une conduite d'adduction en fait qui traverse plusieurs communes, il nous est impossible aujourd'hui de distribuer de l'eau depuis cette conduite, qui, comme son nom l'indique, est une conduite d'adduction et de transport et non pas une conduite de distribution, avec les problèmes de qualité d'eau, de traitement, de garantie en fait de l'eau, du service, etc., etc. Sachant qu'on a une augmentation de population sur ce secteur qui est de l'ordre de 2 à 6% par an selon les territoires. Alors, on va essayer de passer la slide suivante derrière si vous ne pouvez pas. On a un petit problème ce matin de télécommande, mais ça va se régler. Alors, peut-être celle avant. Voilà. C'est bon.
Donc là, j'ai repris un peu l'historique. Comme le disait Pierre, on est une régie à la personnalité morale et autonomie financière, qui est, on va dire, un statut parmi d'autres pour la gestion du service public de l'eau et de l'assainissement. Donc on démarre en 1920 et aujourd'hui, on est intégré à la communauté d'agglo. Ça, je vous l'ai dit. Alors, un conseil d'administration, c'est important parce que c'est ce conseil d'administration qui est composé de 16 membres, à la fois des membres issus du conseil communautaire, à la fois issus des représentants territoriaux, puisqu'on a des communes qui sont tellement petites qu'elles n'ont pas de représentants à la communauté d'agglomération. Et donc, les élus ont fait ce choix-là de maintenir une représentation en fait, des communes, notamment des petites communes, ainsi que des membres extérieurs. Donc, il y a toujours une majorité de membres issus du conseil communautaire, mais quand même, sur 16, on a quand même 7 représentants qui ne sont pas issus de la communauté d'agglo. Donc les 3 représentants non élus sont les personnes qualifiées, une représentante de notre personnel et un membre d'une association de consommateurs locale. Donc là, j'ai juste, dernière diapo, c'était pour illustrer en quoi, pour ceux qui ne sont pas habitués en fait, à manier ce schéma de distribution, c'est un plan, donc ça c'est notre outil de cartographie, on voit le dessin de toutes les parcelles, en bleu les réseaux d'eau, donc, avec une proportionnalité en fonction du diamètre de la conduite, et donc on voit bien en vert, si ça ressort en vert, à la parcelle, les zones qui sont actuellement desservies ou qui peuvent l'être en l'état actuel du réseau. Donc, ce qui veut dire qu'on voit bien sur la conduite qui est située au nord de la cartographie, là, on n'a pas zoné ces parcelles-là, parce qu'encore une fois, ce sont des conduites d'adduction. Et donc, ça nous permet vraiment de pouvoir exposer concrètement, quand les gens viennent nous faire des demandes de raccordement au réseau, vous voyez bien, sur cette zone-là, en fait, personne, c'est pas seulement vous, justement pour rebondir sur le fait que si on accorde à un, on est obligé d'accorder à tous quand on a des situations similaires. Donc pour nous aujourd'hui, c'est ce que je disais quand on a travaillé sur l'exposé, finalement ce schéma distribution, il nous sert nous à pouvoir expliquer pourquoi on n'autorise pas le raccordement. Parce que quand on autorise, c'est facile, on a les capacités de réseau, on a les infrastructures, mais finalement, comment est-ce qu'on explique qu'on ne peut pas alimenter en eau potable alors que quelquefois les gens ont même la conduite qui traverse leur terrain. Et donc à chaque fois, j'illustre en faisant la similitude avec le réseau d'électricité. Quand bien même vous auriez une ligne haute tension qui passe au-dessus de votre maison, vous ne pouvez pas prétendre à une demande de distribution ou d'alimentation en électricité parce que la conduite haute tension, l'électricité qui circule dedans n'est pas exploitable pour l'électricité pour le domicile. Donc c'est la même chose pour l'eau. Donc comme le disait Pierre, on a 2 problématiques qui se superposent sur le territoire. On a une problématique de sécheresse très intense, sur le moyen pays notamment. On dépend à 100% d'un seul bassin versant, qui est le bassin versant de la Siagne, pour celles et ceux qui connaissent, qui est en très très forte tension, avec des objectifs en lien avec le SAGE de réduction de 40% de nos prélèvements, sachant qu'on prélève 100% des besoins en eau pour les populations du moyen pays sur ce cours d'eau-là. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'individuellement, collectivement et nous, en tant que service public, on arrive à réduire de 40% nos prélèvements sur les mois d'été, en particulier, puisque c'est là où on a les plus grosses consommations d'eau. Donc on superpose à la fois cette problématique de desserte en eau. Donc est-ce qu'on sera capable d'alimenter à hauteur de 50 à 100 litres jour chaque habitant du territoire qui est déjà raccordé au réseau? Ça pose une problématique, une question en tout cas. Quid des rebasculements de consommation des gens qui sont aujourd'hui alimentés par des forages ou des ressources propres, quelquefois qui prennent l'eau dans les cours d'eau adjacents ou des forages individuels qui viennent à se tarir. Et comme on le disait, qui ont cette impression-là que nous, on continue d'avoir de l'eau. Or, si ça se tarit chez un particulier, c'est a fortiori sur les ressources publiques, communes, ça se tarit aussi.
En tout cas, ça diminue. Donc il y a une inertie qui est peut-être plus importante. Mais en tout cas, on va avoir un retransfert de ces consommations-là. Et notamment, on a une activité agricole qui, même si elle n'est pas très importante, on a une volonté politique de maintenir en fait cette activité agricole, puisqu'on a une grosse activité liée à la plante à parfum notamment. Rebasculement finalement sur les ressources publiques. Et puis une troisième thématique, c'est une thématique qui là se pose davantage sur les secteurs du haut pays, une problématique de qualité. Parce qu'on a des très petites ressources qui sont extrêmement sensibles aux pollutions type turbidité. On ne va même pas parler de bactériaux, vraiment de la turbidité, qui jusqu'à présent n'avait pas de filière de traitement, de filtration, et qui était uniquement équipée de filières de désinfection, donc pour lutter contre la bactério, et qui aujourd'hui sur lesquelles on doit équiper des unités de filtration pour quelques jours par an. Donc c'est là où ça nous a amené à réfléchir à finalement l'accès à l'eau potable, puisqu'on parle de bien d'accès à l'eau potable. Est-ce qu'à un moment donné, on ne réfléchit pas, compte tenu des finances que ça implique pour nous, une nuance dans la qualité de l'eau potable? Alors, je pourrais l'exposer plus tard, mais on a eu une contamination au cryptosporidiose sur le secteur du moyen pays avant l'été, donc cette année. Et on a dû fournir de l'eau qui n'était plus potable. Donc on fournissait de l'eau pour les besoins d'usage courant de la maison, mais dès lors qu'il s'agissait de la consommer ou de laver les légumes ou de cuisiner, il fallait la faire bouillir 5 minutes au préalable. Donc c'est une contamination exceptionnelle qu'on n'avait jamais connue auparavant sur une ressource qui est protégée, sur une ressource qui est historique chez nous, donc qui a été utilisée depuis 1920. La pollution, elle est identifiée suite à une alternance de périodes de sécheresse extrême, suivie de pluies extrêmement importantes et d'aller-retour entre ces deux situations sur quelques mois qui ont généré finalement des pollutions anormales et des entrées de pollution anormales et inhabituelles. Et donc une réponse par un traitement finalement supplémentaire aujourd'hui qui n'était pas nécessaire au regard des analyses qu'on avait depuis, je dis bien depuis 100 ans quoi, quasiment. Donc voilà, tout ça par rapport au financement. Donc ça, on va adapter nous notre réponse et notre politique tarifaire aussi en fonction de ça, mais pas que. Mais il y a bien aujourd'hui ces trois thématiques. C'est pas seulement le raccordement au réseau, c'est comment est-ce qu'on garantit une distribution d'eau potable à toutes et tous en chaque instant, quelles que soient finalement les conditions de quantité ou de qualité. Voilà. Dans ce cas-là, vous avez quand même garanti l'accès à l'eau. Donc vous étiez toujours dans les clous réglementaires, mais il y avait une petite contrainte derrière de faire bouillir pour qu'elle soit potable. Alors on avait des restrictions de consommation. Hein. Donc on a un arrêté de restriction de consommation qui au départ est instauré par l'ARS. Puis en fait plus haut par le préfet, par un arrêté préfectoral. On ne peut plus considérer qu'on respecte nos obligations de desserte en eau potable destinée à la consommation humaine. Allez-y, oui, si vous voulez. Petite précision réglementaire, le service il est tenu d'apporter jusqu'au robinet une eau en qualité suffisante d'un point de vue réglementaire. Et la seule exception, c'est lorsqu'il parvient à démontrer que les problèmes qualitatifs sont liés aux installations privées de l'usager. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de... Il faut effectivement l'appui des TNRS derrière pour que ces situations soient supportables d'un point de vue réglementaire. Vous aviez aussi un mot peut-être à nous dire sur la question des incendies, de la gestion des incendies. Je crois qu'on en avait parlé lors de la préparation. Alors oui, parce qu'on est sur un territoire qui est sur le territoire du moyen pays, donc le secteur le plus au sud. L'ensemble des communes sont dotées d'un plan de prévention des risques d'incendie et de feux de forêt, avec des contraintes importantes, compte tenu à la fois de l'urbanisation, compte tenu d'une densité en termes d'espace boisé qui est très très importante, et du cumul entre sécheresse, contexte local. Donc on a des obligations importantes de doter le réseau d'eau potable d'équipements de défense incendie, soit des poteaux, soit des bornes.
les communes complètent souvent quand on a soit les capacités du réseau qui sont insuffisantes ou de stockage qui sont insuffisantes, soit quand, par exemple, il n'y a pas de réseau ou pas d'infrastructure d'eau potable, elles complètent par des réserves d'eau incendie publiques, les particuliers également. Donc, les vêtements. C'est intéressant. On est encore un peu sur le Black Friday. C'est ça. Donc oui, donc on cumule cette difficulté-là qu'on ne rencontre pas forcément sur le haut pays. Les risques ne sont pas les mêmes. Les feux de forêt, moi je suis du secteur, j'ai grandi avec les feux de forêt et des feux chaque été sur le territoire. Et aujourd'hui, ça nécessite des capacités de renforcement des réseaux qui sont extrêmement importantes, qui ne sont pas forcément en adéquation avec les objectifs de qualité, puisqu'on a des populations qui, même si elles sont... on a un pic en période estivale, on a quand même, je dirais, 40%, je ne dis pas de bêtises, je regarde Carole, 40% de résidences secondaires, ce qui fait que le reste de l'année, on a des consommations qui sont quand même nettement moindres, et donc des temps de séjour qui peuvent augmenter en période non estivale. Et si on a doublé la capacité du réseau pour pouvoir assurer la défense incendie, derrière, on a des difficultés, en tout cas des points sensibles qui ressortent. On voit bien que on a ces deux usages qui viennent se confronter. Voilà. La défense incendie et la qualité, en tout cas assurer la qualité de l'eau qu'on distribue. C'est une contrainte supplémentaire pour vous. On aura l'occasion de revenir tous les trois sur les difficultés de mise en application que ça implique. Vous avez un petit peu commencé à le dire. On va se tourner vers vous. Merci beaucoup Margot Didonnet. On va se tourner vers vous, Christophe Bouchot, pour faire le point aussi du côté de Provence-Alpes-Agglomération. Idem, même question. Voilà, qu'est-ce que ça implique, ces nouvelles réglementations chez vous? Oui, bonjour. Alors, nous sommes un territoire qui est beaucoup plus jeune, puisque Provence-Alpes-Agglomération est un service issu du transfert de la loi NOTRe. Donc, 46 communes, 47 000, 48 000 habitants, avec un territoire très étendu. Et jusqu'au 31 décembre 2019, c'était une gestion exclusivement communale. Bon, il y avait un syndicat de communes, mais c'était exclusivement communal. Et donc, il a fallu déjà absorber ce transfert de compétences sur un territoire, comme je disais, qui est très rural, peu peuplé, donc 100 km du nord au sud et 60 km de l'est à l'ouest, 100 km en voiture sur nos routes de moyenne montagne. Voilà, ça fait à peu près 2 heures de route. On a passé 2 ans à préparer ce transfert. Finalement que 2 ans, 2-3 ans. J'aurai l'occasion d'en revenir sur un atelier tout à l'heure à 11h, partie atelier, donc je reviendrai sur le retour d'expérience et ce qu'on a fait pour aujourd'hui construire notre service, puisqu'il a fallu qu'on s'approprie tout notre patrimoine, qu'on connaisse notre territoire, qu'on recrute, parce que quand on a un transfert de compétences avec des communes rurales, on a peu d'agents qui sont transférés. Donc, on a démarré avec le 2/3 des effectifs, alors qu'il fallait assurer 100% du service. Donc, énormément de jurys de recrutement. Et puis, tout le reste, la facturation, les locaux, les marchés, poursuivre les travaux engagés, puis faire ce qu'on appelle un rattrapage structurel. Parce que donc on ne passe pas d'une gestion communale à une gestion intercommunale avec un territoire beaucoup plus étendu. Je pense notamment au développement de la supervision. Et puis, la supervision qui nous donne des éléments beaucoup plus probants sur notre rendement de réseau, qui n'est pas bon, puisqu'on est à peine à 50% de rendement de réseau en moyenne sur notre territoire, ce qui veut dire que quand je parle de rattrapage structurel, c'est quelque chose de très lourd. Donc se rajoutent à ça les nouvelles réglementations qu'il faut intégrer. Alors c'est vrai que sur le droit à l'eau, quand c'est sorti, on a mis un joli mouchoir dessus, puisque avant de distribuer de l'eau à tout le monde, on a voulu déjà conforter la distribution de l'eau à nos usagers. Mais il y a eu finalement les sécheresses, il y a eu 2022, mais il y a aussi 2023, puisque même si elle a été moins critique, on l'a quand même subie. Et en fait, en 2022,
on a eu des demandes, je reprends les propos de Margot en fait, hein, des personnes qui avaient des forages qui se sont taries et qui ont cru que nous, en tant que collectivité, on avait des sources qui étaient meilleures que les leurs. Donc ils ont dit on voudrait se raccorder au réseau. Et comme je vous l'ai dit, notre territoire étant très étendu, les demandes de raccordement, on n'est pas sur de 200 mètres, hein, on est sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. Et donc la plupart du temps, je dirais pas quasiment tout le temps, donc on a refusé de créer ces extensions de réseau parce que déjà, comme je vous l'ai dit, on a un patrimoine qui est extrêmement étendu et dont on veut réhabiliter, donc c'était hors de question de créer du patrimoine supplémentaire. Même si parfois politiquement, c'était pas trop tenable de faire des refus, donc il y a eu quelques discussions qui ont un peu tangué. Et si on rajoute à ça que les schémas de distribution ne sont pas faits, donc apporter des réponses juridiques, c'était pas non plus toujours très simple, donc on s'est resté sur le financier. Donc sur cette partie-là, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est pour, je dirais, à défaut de faire une solution lourde qu'on n'aura pas le temps, c'est on prend toute notre cartographie de réseau, puisqu'on a eu le temps de la faire dans le cadre de la préparation au transfert. On se met un buffer de 50 mètres sur nos réseaux, de distribution, pas d'adduction. Et puis on aura déjà un petit schéma avant de voir si on fait une réflexion plus approfondie et on compile un peu les solutions. Mais à côté de ça, les expériences de la sécheresse de 2022, moi personnellement ça me gênait de voir que la seule réponse qu'on a quand des habitations sont en manque d'eau, c'est de prendre un camion et de distribuer des bouteilles d'eau en bouteille. Voilà, distribuer des palettes d'eau en bouteille. Je me dis que c'est déjà financièrement c'est hors de prix. Économiquement et environnementalement, on remet du plastique en circulation, alors que on a des on a des possibilités sur notre territoire de proposer autre chose. Et notamment, sur nos territoires de montagne, il y a quelque chose auquel les élus sont très attachés, ce sont les fontaines sur la place du village. Et donc, on a 46 communes, et on va dire qu'on a à peu près facilement 46 fontaines sur nos places de village. Et comme on est sur un territoire rural et que les personnes, nos habitants circulent en voiture, on se dit que peut-être que si on arrivait à faire une cartographie de bornes fontaines qui sont mobilisables en temps de crise, on pourrait aussi déjà aiguiller notre population et dire, voilà, vous avez des fontaines, des boutons poussoirs sur les communes d'à côté, à défaut de 2 litres d'eau qu'on va vous fournir et dont on sait pertinemment que vous ne pourrez pas vivre avec, puisque effectivement le droit à l'eau c'est 50 litres, mais 50 litres ça correspond à une réalité. Hein. Enfin, si vous essayez de vous laver, de manger avec 2 litres d'eau, vous verrez que ça ne marche pas. Et donc on se dit que finalement, de pouvoir aiguiller nos usagers, nos citoyens, vers un réseau de fontaines communales pour lequel déjà ils passeraient naturellement devant pour leur déplacement quotidien, ça serait quelque chose. Donc ça, c'est une cartographie qu'on est en train de mettre en place, un peu à l'image, pour ceux qui connaissent, de la cartographie des bornes fontaines qu'a fait Haut-de-Paris. Alors moi, je m'inspire beaucoup de ce que font les autres, puisqu'après tout, pourquoi réinventer ce que d'autres ont déjà mis en place. Et donc c'est vrai que si vous vous baladez à Paris, vous avez des cartes interactives qui vous disent où sont les points d'eau les plus proches. Donc ça vous permet d'éviter d'aller acheter au magasin à côté une bouteille d'eau. Il faut juste penser à avoir sa gourde en métal dans le sac à dos, mais je pense que c'est des choses réflexes qui rentrent. Donc sur notre territoire, on va faire ça. Alors c'est sûr que là, on ne sera pas forcément à pied, on sera peut-être en voiture, en vélo. Mais au-delà de cette cartographie, qui serviront aussi en période de sécheresse, ça peut aussi répondre sur les populations marginalisées, ça peut répondre sur des activités économiques, parce que on a pas mal de fermes qui sont parfois en souffrance, même si les volumes d'eau sont importants. Et ça serait une solution qu'on pourrait mettre en place à défaut d'arriver sur quelque chose de plus structuré. Et donc voilà, on est en veille sur ce sujet, c'est un sujet qui avance. Et comme je disais, c'est quelque chose qu'on fait à côté de tout le reste, parce que on a notre rattrapage structurel qui nous prend énormément de temps, et on essaie quand même de se concentrer là-dessus. Vous aviez déjà des gros chantiers, et celui-ci s'est rajouté effectivement à vos contraintes. Merci beaucoup Christophe Bouchot. On va discuter, n'hésitez pas à prendre la parole.
Moi, j'aimerais revenir sur une question que vous avez évoquée entre les lignes, mais c'est celle du coût. Alors, quand vous parviennent des demandes, effectivement, de raccordement très éloignés, vous allez les étudier au cas par cas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais forcément, cette question du coût qui est un critère, comment vous l'intégrez quand il y a un raccordement qu'il faut faire, comment vous l'intégrez à des finances déjà très, très soumises. On a vu que l'État n'était pas très clair encore sur les modalités de compensation. Alors voilà, comment vous intégrez cette question des nouveaux coûts générés par ces nouvelles contraintes? Alors peut-être juste un mot sur l'État. Aujourd'hui, l'État, il n'aide pas. Alors, de toute façon, pour les extensions de réseau, c'est le service public d'eau potable qui paie par défaut. Maintenant, il y a des dispositifs de cofinancement qui existent. Il y a des possibilités de contribution du budget général dans des circonstances très limitées, qui sont prévues dans le Code général des collectivités territoriales, notamment lorsqu'il y a un risque d'augmentation excessive des tarifs. Mais ces contributions, elles dépendent du bon vouloir des communes, de toute façon. Il y a des possibilités de cofinancement dans le cadre des extensions réalisées lorsqu'il y a des autorisations d'urbanisme. Ça va être le reversement de la taxe d'aménagement, ça va être alternativement des contributions versées dans le cadre de documents conventionnels qui s'appellent les projets urbains partenariaux. Et après, pour des usages agricoles, industriels, artisanaux ou commerciaux, il y a aussi une participation spécifique, mais elle ne sera pas très utile dans le cadre du droit d'accès à l'eau de toute façon. Et en dehors de toute opération d'urbanisme, il y a un dispositif de cofinancement qui s'appelle l'offre de concours, mais il dépend d'une proposition de la part du demandeur. Il va proposer au service de cofinancer en tout partie l'extension de réseau, qui reste un équipement public, et le service va être libre d'accepter cette offre ou de la refuser. Mais voilà, c'est un dispositif assez anecdotique qui dépend du bon vouloir des usagers. Christophe Bouchot et Margot Didona. Allez-y. Oui, alors, nous, sur les extensions de réseau, on est très clair avec nos usagers, enfin nos citoyens, parce que pour le coup, ce ne sont pas des usagers du service. Quand on a des extensions qui font plusieurs centaines de mètres, alors déjà, la première réponse, comme je dis, c'est de dire on ne veut pas accroître notre patrimoine, surtout sur des réseaux très longs, qui nous posent des problèmes, de potabilisation de l'eau, de qualité de l'eau, parce qu'on a des temps de séjour qui sont importants, sur des coûts qu'on chiffre. Et la condition, nous, c'est que c'est une offre de concours avec 100% du financement par l'usager. Même si je sais que FNCCR nous a dit que cette solution n'était pas tout à fait réglementaire. Mais, on est là pour parler de ça, voilà, de tout à fait. Donc, donc allez-y. Nous, voilà, notre territoire est composé d'énormément de fermes isolées, et les extensions de réseau reviennent finalement à faire des canalisations pour une habitation, et il n'y a quasiment aucune chance qu'il y en ait 2 ou 3 qui se rajoutent dessus. Donc ça devient quasiment un équipement propre, même si quelque part ça passe dans le domaine public. Un coût qui n'est jamais amorti, parce que cet usager-là est là peut-être 2 mois dans l'année, et sur la facture ça ne rapporte rien. Alors pour le coup, avec une offre de concours à 100% du financement, il a amorti à la création, mais moi ce qui me pose problème derrière, c'est il faut penser à l'avenir et au renouvellement de ce patrimoine, au-delà de l'entretien qui nous génère. Donc c'est pareil, c'est un réseau en milieu rural qui va être potentiellement générateur de fuites un jour, qui vont être extrêmement complexes à trouver, et qu'il va falloir renouveler dans 50-60 ans. Donc il faut que je vais parler un peu comme sur des économies, puisqu'on tout à l'heure on a dit que les services publics d'eau étaient quand même des services qui devaient être à l'équilibre. Donc cet équipement, au-delà de la question de solidarité entre usagers, mais il faut qu'on ait un minimum d'amortissement, c'est-à-dire qu'il faut que l'abonnement qui va être facturé à la personne plus sa consommation couvre tout ou partie, et une bonne partie de l'exploitation et du renouvellement de ce patrimoine. Or, quand on fait ces extensions, on fait des extensions pour des gens qui ont déjà des installations privatives, des forages privés, et ils vont s'en servir 2 mois par an. Autant dire qu'en termes de recettes, c'est quasiment zéro. On a un exemple, j'ai l'exemple sur une de nos communes d'une extension de réseau qui a été faite pour un hameau d'une dizaine d'habitations qui ont leurs propres sources. Et c'était en 2007, donc ça remonte à très loin.
mais donc on ne parlait pas de droit à l'eau, etc. Donc la commune a intégralement financé l'extension, ça c'était un choix. Moi j'étais pas là, donc je dirais que ça c'était leur choix. Aujourd'hui, la recette, enfin, ce que rapportent ces 10 habitations au service, couvre à peine les charges d'électricité de la station de pompage. Donc autant dire qu'en termes d'économie, en termes d'amortissement de l'équipement, on n'y est pas. Alors l'autre sujet, c'est est-ce qu'on se dit que chacun doit amortir son équipement? La réponse, bien sûr, c'est non. On a une notion de solidarité territoriale qui doit rentrer. Mais se pose la deuxième question, c'est on est face à des demandes de personnes qui sont exclues, soit volontairement, soit de fait, d'un système aujourd'hui de solidarité, et qui demandent à rentrer dans un système de solidarité et bénéficier d'entrée de cette solidarité sans avoir apporté la moindre contribution. Et ça, ce genre de demande, il a aussi parfois du mal à passer auprès de certains élus ou d'autres communes ou de certains usagers qui, eux, contribuent par leur facture d'eau aux charges du service. C'est une vraie question sur la notion de service public. Margot Didona, sur cette question. Moi, il y avait 2 points sur lesquels je voulais intervenir. C'est l'articulation qui est extrêmement importante en amont, déjà, avec les services, on en a parlé, services urbanisme. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'est pas les premiers consultés. Les demandeurs en fait, d'un raccordement ou pour une nouvelle installation, une maison ou quoi qu'est-ce, s'adressent d'abord au maire, au service de l'urbanisme. Si ces services-là ont déjà connaissance de l'état actuel du réseau, des zones qui peuvent être desservies, de celles qui ne le seront pas, ils peuvent déjà apporter une première réponse et ça permet déjà de donner un peu la tendance. Parce que dès lors que vous dites oui, je vous donnerai l'eau, on a eu le cas, une brasserie qui veut s'installer sur un hameau, on est déjà en galère de distribuer les gens qui sont sur place, où là il faut des réseaux supplémentaires, il y a une notion de défense incendie parce que c'est une installation à risque, avec des capacités de distribution qui sont importantes. La personne ne comprend pas, et à juste titre, on lui a dit oui parce qu'il faut développer l'activité économique, il faut maintenir les populations sur place, c'est un hameau qui est extrêmement peu peuplé. On arrive, nous, en dernier lieu, en disant non, ça ne va pas être possible. Je ne comprends pas, le maire m'a dit que ce serait possible. Donc, c'est-à-dire que déjà, il y a vraiment un travail, une collaboration en amont, dans les réflexions avec les PLU. On est consulté, tous les services d'eau et d'assainissement en tant que personne publique associée pour la préparation et la rédaction des PLU. Ça veut dire qu'il faut, en plus, je sais Christophe, c'est un truc en plus, il faut faire la démarche auprès des services d'urbanisme pour leur expliquer, ça marche pareil pour l'eau et pour l'assainissement. L'assainissement, il y a toujours une réponse, puisque la réponse, c'est soit l'assainissement collectif s'il y a le réseau, soit l'assainissement non collectif. Donc évidemment, il y a toujours une réponse. Sauf que pour l'eau, c'est oui ou c'est non. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est quoi ? C'est de travailler moins en silo entre les services d'urbanisme et d'eau. Ah oui, et de travailler en amont. En amont. Pour bien comprendre à quoi sert ce schéma de distribution-là, qui déjà peuvent donner une première tendance et expliquer, vous voyez bien, vous n'êtes pas dans la zone verte, vous êtes à 12 parcelles de la première zone verte. Je pense que ça ne va pas être possible. Allez consulter les services d'eau et d'assainissement, mais je pense que ça ne va pas être possible. Et votre deuxième point. Après, deuxième point, c'est il y a le branchement d'eau et il y a les extensions. Le branchement d'eau, il est toujours à la charge en tout cas le point de raccordement au réseau public, il est toujours à la charge du demandeur. Donc créer un nouveau point d'eau pour alimenter une propriété, c'est toujours sur devis en fonction de la situation pour que chacun règle finalement en fonction de sa configuration. Après, derrière, toute la partie privée, nous, on limite à 100 mètres, quelle que soit la situation. Dès lors, donc c'est un peu l'idée du schéma de distribution. Si vous êtes à plus de 100 mètres du réseau existant, en fait, on considère que, ça va générer des coûts d'entretien excessifs et qu'on ne va pas être capable de garantir la qualité d'eau justement au robinet de la personne, même si on peut la garantir au compteur. Et que deuxièmement, ça fait peser un risque supplémentaire de fuite. D'autant plus si l'accès à la propriété, ce qui est souvent le cas sur les grosses parcelles, ne se fait pas forcément par l'endroit où on a le compteur. Les gens ne peuvent pas visuellement suivre le compteur. Donc ça fait peser un double risque. Donc souvent ça, on limite vraiment, on regarde au cas par cas, mais dès que ça dépasse 100 mètres, la plupart du temps, on refuse.
Ensuite, il y a les extensions du réseau. Il y a les extensions de réseau d'eau qui peuvent être financées par la collectivité parce qu'on sait demain que c'est une zone qui potentiellement va être construite, va se développer. Donc nous, on prend en charge les extensions, mais ça reste pareil, étudié au cas par cas, et toujours en lien aussi avec les collectivités. Alors, on va dire, l'avantage, c'est qu'il y a une tendance commune là à plutôt densifier l'existant dans les textes d'urbanisme actuels, plutôt qu'à faire ce qui a été fait à l'époque à grands coups de subventions publiques, des extensions à tout va pour alimenter même des zones qui étaient très isolées, ce qui a impliqué des extensions des routes, de l'éclairage public, de tous les réseaux, en fait, de tous les ouvrages publics. Et aujourd'hui, devoir développer les réseaux de transport, etc., qui vont avec. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une tendance à vouloir densifier les zones existantes, ce qui implique pour nous, dans notre situation, moins de demandes d'extension des réseaux d'eau potable, ou alors financées dans le cadre d'aménagement de zones particulières. Dans ce cas-là, c'est l'aménageur qui le prend en charge, en contrepartie d'une taxe d'aménagement qui peut être réduite ou adaptée, que ce soit pour l'eau ou l'assainissement. Après, il y a les extensions qui sont faites par des particuliers. Et là, on active l'offre de concours. Mais l'offre de concours, dans notre configuration, elle est calculée uniquement par rapport aux besoins de la personne. En gros, vous avez besoin d'un réseau, on ne fait pas moins de diamètre 50. Diamètre 50 de réseau de distribution pour alimenter une parcelle. On va faire financer l'extension comme s'il fournissait un diamètre 50, mais nous, on va poser un réseau qui est plus important, un diamètre 100 par exemple, parce qu'il va falloir qu'on y rajoute qu'on prévoit la défense incendie, ce qui veut dire qu'il y a une répartition demandeurs et services publics. Et après, il y a le dernier scénario, quand on a besoin une extension du réseau qui est uniquement dédiée à la défense incendie, ce qui est un cas qu'on rencontre assez régulièrement. Et là, on a délibéré au sein du conseil d'administration, puisque normalement, les équipements de défense incendie ne peuvent être financés que par les collectivités qui disposent de la compétence. Ce n'est pas un financement par les services publics d'eau potable et d'assainissement. Donc on a identifié deux situations. Si ce réseau-là a une vocation unique de défense incendie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de développement possible, on est sur un espace boisé classé, ça sous-entend qu'il faut quand même bien maîtriser les règles du PLU, de l'urbanisme, en plus de la gestion des services d'eau et d'assainissement. Donc si c'est uniquement dédié à la défense incendie, c'est uniquement la collectivité qui financera. Ça, pareil, il faut que les élus soient OK là-dessus et qu'ils aient conscience. Ce qui a comme conséquence que ça limite aussi un peu les demandes. Parce que si c'est financé par le service d'eau et d'assainissement, c'est dans le budget de l'eau et l'assainissement, c'est nos limites. Et donc, on nous demande des extensions à tout va. En revanche, si on sait que demain, il y a des zones UA, UB, UC, qui sont situées à proximité en fait, de la future extension, là, on a pareil une quote-part. Un peu le même principe que ce qu'on applique pour les particuliers et une quote-part pour faire cette répartition des financements. Une partie service d'eau qui servira à la distribution et une partie service de la commune qui servira à la défense incendie. Et tous les équipements de défense incendie, en revanche, poteaux incendie, sont 100% financés par la collectivité. Ok. Et sur cette question, vous l'avez un petit peu dit, alors vos réponses à tous les trois nous intéressent, mais sur cette question du suivi, vous l'avez cité comme ça, mais forcément, quand on ouvre un petit peu la porte à des extensions comme ça, comment on suit la consommation, comment on suit les fuites, ça pose aussi des difficultés de ce point de vue-là, j'imagine. Peut-être Christophe Bouchot. Normalement, c'est allumé en permanence. D'accord. En fait, aujourd'hui, ces extensions, comme on ne les fait pas, on n'a pas trop ce problème. Et oui, justement, on évite de les faire. Et tout du moins, quand ça doit se produire, là encore, les seuls cas les rares cas où ça s'est produit, c'est parce que le compteur a été mis en limite de la propriété desservie. Et la propriété était un terrain très, très grand. Donc, toujours pareil, on reste... C'est des choses qu'on n'aime pas faire parce que c'est borderline, et qui dit borderline dit un jour on va passer du mauvais côté. Donc ça veut dire que le compteur de l'usager est proche de notre réseau, et ce qui veut dire que toute la partie fuite après compteur
lui appartient. Et ensuite, pour suivre, on a nos compteurs de production, nos compteurs de sectorisation. On va pas créer des compteurs spécifiques sur ces parties-là, parce que on sait qu'aujourd'hui, ces extensions qu'on ferait ou qu'on fait, on sait qu'elles sont récentes, donc elles ne posent pas souci. Mais ce qu'on veut, c'est préserver l'avenir sur dans 20 ou 30 ans, éviter d'avoir ces maillages. Enfin, Margot faisait référence justement à toutes ces extensions de réseau qui ont été construites à grand renfort de subventions. Enfin, nous, dans le département des Alpes-de-Provence, département très rural, et je suppose que dans le territoire nord du canal de Belletrude, c'est pareil. Enfin, on a fait partie des territoires qui ont été éligibles très très longtemps aux aides européennes, et donc jusqu'au début des années 2000. Et malheureusement, j'y ai participé aussi. Enfin, j'ai sévi dans ce genre d'erreurs. Enfin, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près des erreurs. On a créé des linéaires de réseau pour desservir plein de hameaux isolés à la fois en eau et en assainissement, avec des taux de subvention qui allaient au tout début jusqu'à 90%, bon, qui sont tombés à la fin 70%, mais enfin 70%, c'est quand même, ça reste élevé. Et vous mettez 1980 plus 50, ça fait 2030, donc en fait, le sujet, il arrive aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui pour réhabiliter, renouveler ce patrimoine qui a été financé à l'époque à 70-80% et qu'il va falloir payer aujourd'hui quasiment à zéro, hein, il y a encore les départements qui financent, et qu'il va falloir payer plein pot. Avec des budgets de plus en plus contraints, on le sait aussi pour les collectivités territoriales. Avec des budgets, avec des prix de l'eau qui en territoire rural sont en plus très bas, hein, parce que quand on prend la carte de France des prix de l'eau, c'est assez représentatif finalement de se dire que plus le territoire est urbain, plus le prix de l'eau s'approche des 4,50 € aujourd'hui, alors que dans les territoires ruraux, on est à peine à 3 €. Dans le département des Alpes-de-Provence, ils sont en train de réfléchir à fixer un premium de l'eau à 3 €. Mais sachant que, moi je leur dis, 3 €, un service n'est pas durable. Parce que justement, toutes ces problématiques de renouvellement patrimonial, ces notions de renouvellement patrimonial, de canalisation et d'ouvrage, ce sont des notions qui sont totalement étrangères à toutes les communes rurales qui n'ont pas de services structurés, qui ne peuvent pas avoir de l'ingénierie. Et justement, les transferts de compétences loi NOTRe, ils ont justement cet objectif-là de structurer les services pour justement faire face à ces défis de demain. Comment on rend nos services plus résilients en améliorant le rendement de réseau, en enclenchant des politiques patrimoniales, en enclenchant des surveillances, en ayant de l'ingénierie, en ayant des réflexions sur quel service demain on apporte aux usagers. Est-ce que, Margot l'a dit, et puis ça a été un thème du sujet de France au public à Bordeaux dans nos journées d'études, c'était demain, est-ce qu'on finalement on crée des services d'eau avec un service, on va dire, dégradé? Est-ce que finalement aujourd'hui on va faire un service, je dirais, à 2 vitesses pour justement continuer à accorder un service à toutes nos populations, sachant que de la même façon que quand vous habitez un hameau éloigné en haut d'une montagne, vous n'avez pas la 5G, vous n'avez pas la fibre, vous n'avez pas les transports en commun, peut-être que l'eau potable, vous ne l'aurez pas. Alors peut-être que le service doit apporter de l'eau, mais pas forcément potable. Oui, mais ça, c'est une révolution un petit peu quand même dans la perspective. Et surtout quand la réglementation nous dit à nous citoyens que l'accès à l'eau est acté. Enfin, je veux dire, l'exigence des citoyens doit augmenter aussi avec ces réglementations. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que c'est un débat que vous posez, vous aussi, Margot Didona et Pierre Colditz? Alors, c'est pour ça que j'évoquais la disparité du territoire avec ces deux zones, parce qu'on voit bien aussi les différences d'habitude et de comportement par rapport à ce niveau d'exigence. On est sur le territoire sud, je disais, plus dense, en lien avec soit l'activité de la parfumerie, on a beaucoup de gens qui habitent sur ce secteur-là, qui travaillent dans l'activité de la parfumerie, ou sur la zone de Sophia Antipolis, qui est une zone plutôt orientée sur du tertiaire, le numérique, etc.
Donc, ce type de population. Et puis, vous avez vraiment sur le territoire du Haut-Pays, alors là, beaucoup de résidences secondaires ou des retraités. Il y a assez peu, finalement, d'activités, si ce n'est pour les services publics, les écoles ou quelques écoles qui sont sur le secteur ou de l'activité agricole. Et il y a un lien par rapport à une relation à l'eau qui est tout à fait différent. Une acceptation, on disait la notion d'acceptabilité, une acceptation, finalement, du manque d'eau, de la rupture d'eau, d'une situation qui est distincte entre l'hiver et l'été. Ils ont bien conscience que si un tuyau a été déployé pendant l'été pour les secourir, c'est un réseau qu'on ne pourra pas maintenir en hiver puisqu'il ne sera pas protégé contre le froid. On a un climat qui est tout à fait aussi différent entre vraiment la partie nord et la partie sud, et un rapport à l'eau qui est plus direct. Donc, une notion mieux maîtrisée, en fait, de ce que ça implique, de ce que ça nécessite comme organisation, comme moyen pour assurer la desserte en eau. Il y a une meilleure connaissance, je dirais, sur les territoires plus ruraux, et ça, c'est une réalité. Quelquefois, en revanche, il y a une moins bonne connaissance et donc une moins bonne anticipation des coûts que ça représente sur le long terme. Et donc, ce qu'on disait, c'est que la gestion patrimoniale, c'est quelque chose qui est un peu oublié dans la gestion de ces services-là, parce que l'objectif, c'est d'alimenter en eau coûte que coûte, quelle que soit la situation, soit sur des branchements qui sont anormalement longs, des trucs qui font 200-300 mètres, on ne sait même plus où ils passent, non gainés, enfin, c'est juste ingérable sur le long terme. Des réseaux qui sont très peu utilisés avec des risques de qualité derrière. Donc ça, c'est une première situation. Et donc, une réponse qui n'est pas la même. Donc, forcément, quand on dégrade le service, parce que soit il n'y a plus d'eau, ou qu'on fait des tours d'eau, ce qu'on a été amené à faire en 2021 sur certaines communes, où vraiment, pourtant, c'est une commune d'eau, il y a une espèce de cascade qui traverse la commune, tout s'est arrêté. Il y a une réaction qui n'est pas du tout la même, parce qu'il y a une sensibilisation, une communication qui n'est pas du tout la même. À l'inverse, quand on a connu traverser la crise, ce qu'on appelle nous la crise crypto, cet été sur le secteur qui est plus dense, c'est comme si, alors qu'on a continué de distribuer 80% des volumes d'eau pendant cette période-là, 80%, c'est-à-dire que les gens devaient faire bouillir de l'eau, on a continué d'alimenter en eau en bouteille les personnes sensibles, etc. C'est pas glorieux d'en arriver à cette situation-là, mais finalement, au regard des contraintes que ça fait peser sur les foyers et les particuliers, c'est relativement faible. Pourtant, c'est perçu comme une atteinte vraiment à la qualité du service, des positions très très fortes en termes aussi de conséquences. Enfin, il y a ces risques sanitaires aussi qui viennent rajouter le fait que c'était les populations à risque, donc les enfants, les personnes déjà malades, immunodéprimées, etc. Il y a beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de peur. Et donc il y a une réaction qui est complètement différente dès lors que vous êtes habitué à avoir une qualité de service où vous n'avez même plus forcément conscience de ce que ça implique en termes pour garantir, quels sont les moyens qui doivent être déployés pour garantir en fait. Donc on fait de la pédagogie pour expliquer d'où vient l'eau, ça passe vraiment par ça, mais on sent que ce sera nécessaire parce qu'en plus il y a beaucoup de mouvements de population et je pense que c'est un peu le cas maintenant, c'est qu'on a beaucoup de mouvements, on n'a plus vraiment de gens qui sont installés, qui peuvent participer aussi à transmettre et qui connaissent aussi l'historique des crises et tout ça. Nous-mêmes, on est 60, presque 60. On fait ce travail-là aussi pour que ceux qui rentrent, finalement, s'approprient un peu l'histoire, en quoi ça consiste, quelle que soit finalement l'activité, quel que soit le métier qu'ils exercent chez nous, pour essayer de comprendre et de pouvoir faire de la pédagogie aussi, quoi. Très rapidement, Pierre Coldit, sur cette question de l'accès à l'eau, et après on prend des questions du public. Toutes ces nouvelles obligations, elles interviennent dans des contextes où les services publics de distribution d'eau potable traversent finalement des questionnements fondamentaux sur leurs principes généraux, le principe de la continuité du service, comment on continue d'assurer de l'eau en quantité, en qualité suffisante, alors qu'il y en a de moins en moins disponibles pour les différents usages, alors qu'il y a des pressions sur la qualité. Le principe d'égalité des usagers devant le service public, et ça pose la question finalement du niveau d'engagement des autorités organisatrices, jusqu'où il faut aller dans la mise en œuvre du droit d'accès à l'eau, jusqu'où il faut aller au niveau de la desserte par le réseau public de distribution. En gros, c'est jusqu'où faut-il tirer les tuyaux en fait. Et ces décisions-là, elles sont à la fois très techniques et en même temps très politiques.
parce que derrière, il y a des implications quand même qui vont affecter l'intégralité des usagers, juste pour permettre finalement l'accès à l'eau d'une minorité d'individus qui a fait le choix également d'habiter loin des agglomérations et donc loin du service public. Et ça pose la question finalement de la qualité du service vis-à-vis de ces populations-là, effectivement. Est-ce qu'il faut assurer le même niveau de service que dans les agglomérations pour des habitations qui se situent parfois à des distances effectivement très éloignées du réseau public? Question presque philosophique même. C'est ce qu'on disait, la nuance entre l'égalité et l'équité, quoi. Oui, alors on voit bien aussi que nous, on a dû créer un service d'eau brute pour régulariser des situations qui étaient existantes. C'est-à-dire que un règlement de service pour expliquer finalement qu'on n'est pas engagé sur la qualité, puisque c'était vraiment pour régulariser les situations existantes. On avait pléthore de branchements d'eau brute. Des usages installés. Des usages installés, alors qui étaient équipés de compteurs ou pas d'ailleurs. Mais ça, il venait pas l'idée des personnes de dire bon, bah, maintenant vous nous donnez de l'eau. Maintenant, en fait, ce sera toujours pas possible. C'est-à-dire que gravitairement, il se situe plus haut que le premier réservoir de distribution, mais par contre juste à côté de la source. Et donc il y a une acceptabilité de là de dire je préfère avoir de l'eau brute plutôt que pas avoir d'eau tout court. Ça veut dire que ces gens-là demain, ils vont pouvoir nous demander et exiger en quelque sorte un accès à l'eau potable. Et il faudra arbitrer encore une fois au cas par cas. On voit bien que dans vos secteurs, il y a vraiment cette notion de prendre chaque dossier et d'examiner. On peut prendre quelques questions du public s'il y en a. Même si je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais n'hésitez pas si vous avez soit des retours d'expérience dans vos propres collectivités, soit des questions sur cet accès à l'eau et ces nouvelles réglementations. Ils ont été très complets, c'est vrai. Une main se lève, non? Ah, monsieur. Alors, il y a un micro qui arrive vers vous. Bonjour, merci. Je suis André Levis, maire adjoint à Aubagne. Et moi, j'aurais une question sur ce schéma de distribution que vous avez évoqué, en particulier Margot et Christophe. Quel est son statut? C'est quelque chose qui est voté, qui est délibéré? C'est quelque chose qui est annexé au PLUI? C'est quelque chose sur lequel on a délibéré en séance du conseil d'administration. Et donc on l'a établi à l'échelle de notre secteur qui était à l'origine sur 6 communes et qu'ensuite on détaille à l'échelle de chaque commune pour qu'on puisse le transmettre. Mais de notre côté, nous, il n'est pas intégré au document d'urbanisme. Par contre, on le transmet avec la délibération. C'est dès lors qu'il a été délibéré, pour nous, il devient opposable, contrairement au zonage d'assainissement. Il faut bien préciser que le schéma de distribution, c'est un document qui est opposable aux services d'eau potable et pas aux particuliers. Donc effectivement, ça peut être intéressant de le reprendre dans le règlement du PLU pour le rendre ensuite opposable aux projets de construction et d'aménagement. Mais il y a une obligation en la matière, ce schéma de distribution, oui, il doit obligatoire, figurer. il doit être adopté, Oui. il doit être adopté avant le 31 décembre 2024 pour la plupart des services publics d'eau potable, avec un délai supplémentaire pour les communautés de communes qui ne sont pas encore compétentes. Mais adopté sous forme de, voter délibération au conseil municipal, c'est ça en gros, ce qu'on nous avait délibération de l'autorité organisatrice du service d'eau et d'assainissement. En conseil d'administration, oui. Pas en conseil municipal, excusez-moi. L'organe délibérant du coup de la collectivité de rattachement de la régie, en l'occurrence pour le canal de Belletrude. Et ensuite, j'ai mangé ma réponse. Je voulais compléter. Je sais plus. En attendant, peut-être Christophe Bouchot, non, pas parce que vous savez, c'est pas encore fait peut-être. Voilà. Donc c'est pour ça, il faudra et vous trouverez le moment venu. Votre réponse est revenue, Margot Didona? Non. Elle reviendra peut-être. Est-ce qu'on a une autre question en attendant? Messieurs, je crois. Oui, ça y est. Ah non, derrière. La lumière est revenue. En l'absence de schéma, ce qu'on nous avait aussi expliqué, peut-être Pierre confirmera, c'est qu'en l'absence de schéma, toute personne peut solliciter et vous ne pouvez pas refuser de raccordement en fait. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il vous aide en fait le schéma à dire pourquoi on ne raccorde pas. Là-dessus, c'est pas très clair parce que la doctrine, il y a des réponses ministérielles qui disent autre chose et qui assimilent l'absence de schéma aux situations hors zone de desserte du schéma.
Donc on peut se poser la question à partir de ce moment, à quoi ça sert d'élaborer un schéma? Effectivement, bon, il y a une dimension explicative qui est intéressante. Et puis on peut penser qu'une fois que les délais obligatoires, les délais prévus par la loi seront passés, là la jurisprudence sera, enfin le juge administratif sera moins tolérant. On espère qu'on a répondu à vos questions. Il y avait une question là parmi les messieurs? Non, finalement non. Moi j'avais une question, bon peut-être qu'elle n'est pas pertinente, mais est-ce que ces nouvelles réglementations en matière d'accès à l'eau vous exposent davantage aussi à des recours juridiques? Parce que vous avez dit, on les accepte pas, ces raccordements. Vous m'avez dit tout à l'heure, Monsieur Bouchot, donc la question ne se pose pas du suivi. Mais justement, si vous les acceptez pas, quels sont les risques juridiques de recours de ces personnes à qui vous refusez? De toute façon, toute décision de l'administration peut faire l'objet d'un recours. Donc, mais ça crée un nouveau sujet. On a de toute façon toujours des sujets, des risques juridiques dans nos activités. Alors moi, j'aime bien la phrase « seul le juge tranchera ». C'est-à-dire qu'après, c'est à nous d'évaluer le risque. En fait, il faut qu'on évalue le risque. Je pense qu'on... Et Pierre l'a bien dit, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir en termes... d'équité et de la réponse qu'on apporte à nos usagers. Et nous, aujourd'hui, notre position, c'est de dire on a un patrimoine dont on veut réhabiliter, et donc nos finances sont mobilisées pour ce patrimoine. Donc nous n'avons pas aujourd'hui la capacité financière de pouvoir répondre à ce type de sollicitation. Et ma deuxième réponse en boutade, c'est après, si tout le monde est d'accord pour qu'on mette le prix de l'eau à 15 € le mètre cube, toutes ces questions-là, on ne les aura plus. On va faire une deuxième table ronde sur le prix de l'eau. Mais après, c'est une... Ah, vous devez partir. Alors, on vous libère, en tout cas, s'il n'y a pas de questions pour vous. Oui, c'est vrai que vous avez un atelier à animer. Merci beaucoup, Christophe Bouchot. Vraiment, c'était très intéressant. Et on finit sur votre réponse, Margot. Ensuite, c'est un peu la tendance on va dire des financements, notamment de l'Agence de l'eau, c'est de financer l'existant pour réhabiliter l'existant, plutôt que de financer des extensions ou des nouveaux équipements. Donc la politique globale, elle est celle-ci. Donc c'est pas incohérent et on est tous là-dedans pour réhabiliter le patrimoine existant et non plus dépenser de l'argent public sur des extensions que demain il faudra financer et qu'on sait très bien qu'on est incapable de financer sur le long terme. Sachant encore qu'il y a des alternatives au raccordement, hein, je le répète, le droit d'accès à l'eau, ce n'est pas un droit au raccordement, ce qui n'empêchera pas évidemment les particuliers de l'invoquer pour contester les décisions prises par le service public d'eau potable hein, quand il y a des demandes de raccordement. Donc on répète ce que vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de raccorder, mais on est obligé d'aider à trouver une solution. Pour les domiciles. Pour les domiciles, évidemment. Les lieux de vie, habitat informel, par contre, les résidences secondaires, c'est non. C'est important de le savoir et on le retrouve sur les slides d'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez dire avant que l'on se quitte ou d'autres questions finales? C'est pas que négatif hein, quand même, on l'a vu, il y a des solutions. Christophe Bouchot a parlé des fontaines et aussi cette nouvelle réglementation va aussi vous aider à faire de la pédagogie, vous l'avez dit Margot Didona, à expliquer pourquoi on peut pas, quels sont les coûts. Finalement, ça permet aussi d'être plus transparent peut-être sur ces services et dans quelles conditions on les délivre. Merci beaucoup à vous pour vos questions et à vous 3 et 2 pour ces échanges. C'est la fin de cette conférence. On voit que le débat et la réglementation nous poussent à des questions qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Et c'est notre rapport à l'eau et à notre consommation d'eau qui est véritablement questionné. Je vous rappelle que cette séquence était filmée. Vous retrouverez les éléments dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Cyclo avec toutes les slides et les coordonnées également de nos intervenants si vous souhaitez interagir avec eux après tout cela. Le salon continue ainsi que les conférences. On se retrouve dans une petite demi-heure on va parler aménagement urbain et eau pluviale. On compte sur vous. Merci et à tout à l'heure. 3, 2, 1.